Très chers téléspectateurs de Univers Télévision, bienvenue dans votre émission Face à la rédaction qui reçoit pour vous un nouveau invité. Il s'agit de Alfred Dibandi Nzondomio. Il est député national, élu de la circonscription électorale du Sud-Ubangi. Il est sur ce plateau. Bienvenue, honorable. Merci pour l'invitation. Je suis élu de Dibengue dans la province du Sud-Ubangi. Voilà. Pour ce qui est de votre présentation, est-ce qu'on a tout dit ou vous avez encore une présentation à faire sur vous-même? Congolais et foncièrement engagé pour le projet de la République. Très bien dit. Actualité oblige, nous allons démarrer ce face à la rédaction avec la question de la révision constitutionnelle qui continue justement à dominer le débat dans la sphère politique congolaise. Le chef de l'État, dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, est revenu sur la question et appelé à une réflexion commune pour harmoniser les vues. Quel est votre point de vue, honorable? Écoutez, je suis d'abord et avant tout de l'Union sacrée. Cette union sacrée qui a la particularité d'être l'œuvre du président et de lui seul. Vous savez, dans l'histoire de ces pays, on va enseigner dans un avenir pour les étudiants qui seront en sciences politiques. Ils apprendront qu'il eut une fois que quelqu'un, un grand leader africain, congolais, a tenu un discours et a fait chambouler le cadre constitutionnel établi pour pouvoir créer un soubresaut patriotique, pour pouvoir enfin amener le peuple vers une destinée qui devrait mettre au frontispice ses intérêts, les intérêts du peuple et du peuple d'abord. Je crois que de ce point de vue, le président a osé et nous sommes allés en campagne avec le président de la République. Je l'ai personnellement accompagné dans 19 provinces. Et j'ai vu l'adhésion populaire qu'avait ce peuple, qui lui a fait confiance. Et cette confiance, je crois, en tant qu'élu légitime du peuple, le poids de la légitimité, ça dérange et ça peut te morfondre l'esprit si tu n'arrives pas à satisfaire les intérêts primaires de ta population. Je crois que le président de la République est parti de ces constats et il s'est rendu compte en effet que la Constitution est une œuvre humaine et en tant qu'œuvre humaine, ce n'est pas une tente établie pour l'éternité et qu'il n'était pas interdit au peuple congolais, à l'élite congolaise de réfléchir sur des mécanismes constitutionnels purement adaptés à nos réalités politiques, socio-économiques. Et je crois que de ce point de vue, le président se prononçait, nous allons l'accompagner et nous soutenons donc ces réformes. Je parle ici, je parle en tant que jeune aussi. Et quand je lis notre Constitution, combien d'articles sont consacrés à la jeunesse? Combien d'articles sont consacrés à la jeunesse? Il n'y a qu'un seul article. Est-ce qu'une raison suffisante pour réviser cette Constitution ou la changer? Je ne parle que d'un exemple. La jeunesse qui est aujourd'hui majoritaire n'a qu'une seule disposition qui parle d'elle. Et cette disposition, si vous la lisez, elle est lacunaire. C'est l'article 42. Aujourd'hui, l'éducation, une question fondamentale. On a même érigé en devoir national l'éradication de l'analphabétisme. Est-ce que c'est adapté à nos réalités? Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui on souffre pour mettre en place le gouvernement, son investiture, la nomination de Premier ministre, les temps que ça prend pour l'informateur d'abord. Donc vous comprendrez avec moi que nous devons réfléchir. Regardez comment est-ce que se font élire les sénateurs. Dans la corruption républicaine, une corruption à ciel ouvert et qui est acceptable, et ces gens-là siègent jusqu'aujourd'hui. Ouais, et ça, ce n'est pas normal. Parce que la corruption est définie par la loi pénale, mais on ne sait pas l'appliquer, puisque c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Regardez comment aujourd'hui, au niveau de nos provinces,
Moi, je suis de cette province du Sud-Oubangi où nous souffrons aujourd'hui d'un problème très sérieux puisque l'ensemble provincial est carrément paralysé. Parce que les contentieux se sont passés tel que il y a eu des élus déclarés par la CENI, confirmés par la Cour d'appel de Guéméda. D'autres sont tombés à la Cour d'appel de Guéméda. La Cour d'appel de Guéméda a fait ce qu'elle pouvait faire en son temps. Il y en a qui, bien que proclamés par la CENI, ont interjecté appel au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État les a réhabilités. Et aujourd'hui, nous sommes dans un imbroglio parce que tout le monde se déclare légitime et député provincial. Donc vous comprenez que dans ces cadres-là, il faut qu'on y réfléchisse. Ce sont des problèmes. Pour que le gouverneur de province investisse son gouvernement provincial, ça prend combien de temps? Donc, il y a des questions fondamentales qui ne tiennent pas compte seulement des intérêts individualistes ou pour plaire à l'opposition qui veut, n'est-ce pas, amener les débats de caniveau. L'opposition vous accuse de chercher un troisième mandat, vous le savez. Mais écoutez, l'union sacrée, c'est une famille. Et le président de la République, je crois qu'il nous a réussi dernièrement et il a montré le couleurs. On est au pouvoir, ce n'est pas pour que demain nous puissions donner ces pouvoirs-là aux opposants. Non, ils doivent se battre. Nous sommes au pouvoir pour les conserver et le plus long possible. Moi qui suis élu de Libégué, je suis élu à Libégué, les pouvoirs que j'ai là-bas, j'ai au moins 5 mandats. Ensuite, je vais décider si je vais laisser ou pas. Donc, si c'est de bonne guerre, et le président de la République, la famille de l'Union sacrée, nous allons diriger ce pays. Merci, honorable. Parlant de l'Union sacrée, je vais passer la parole à Mme Merveille Mafuta, qui a des questions quant à la dernière rencontre entre le chef de l'État et les députés et autres membres de l'Union sacrée. Merveille Mafuta, à vous la parole. C'est avec le sourire. C'est avec le sourire que je vous questionnerai bien évidemment sur cette rencontre entre vous, membres de l'Union sacrée de la Nation, et le président de la République. Il vous a reçu d'une certaine manière, il a tendu l'oreille à vos déshydratats, vous en tant qu'élu, notamment et cadre de cette grande famille politique. Je souris tout simplement parce que j'aime cette réaction que vous avez eue après la discussion avec le chef de l'État. Il vous l'a dit clairement que pour ce second mandat, l'opposition devra se battre. Qui dit se battre, c'est-à-dire convaincre la population qu'elle peut présenter plus ou encore mieux que l'Union sacrée de la Nation qui est au pouvoir aujourd'hui. Ouais. Que répondez-vous à cette opposition qui dit que vous n'avez d'une certaine manière rien donné ou rien proposé au peuple congolais? Écoutez, je ne suis pas ici pour répondre à l'opposition. Puisque je réponds à la journaliste que vous êtes, et c'est important de sourire parce que c'est la période de la nativité du Christ, donc c'est Noël, c'est le Nouvel An. C'est pour moi l'occasion, effectivement, j'ai omis de vous souhaiter mes voeux de bonheur, de santé, de prospérité pour ce Noël et ce Nouvel An 2025. Je crois que ce serait le vœu aussi pour tous les téléspectateurs d'Univers Télévision. Et pour en venir à votre question, il faut noter que ce projet contre projet, mais surtout, il faudrait justement que cette opposition nous dise ce qu'elle a eu à faire. Moi, je vous parle de mon territoire. Depuis que Mobutu est parti, on n'a jamais connu un seul projet, même d'$1. Mais le programme des 145 territoires, malgré certaines insuffisances et défaillances qui sont en train d'être corrigées, mais ça a permis quand même à la population de savoir que l'État existe et que l'État pense en nous. Aujourd'hui, hier, c'était les infrastructures. Demain, ça sera les routes des dessertes agricoles. Et au même moment, j'espère que vous avez compris, nous, en tant que députés de cette nouvelle législature, nous avons fait un travail important. En tant qu'autorité budgétaire, nous avons respecté les accords de Maputo, en attribuant, n'est-ce pas, au ministère de l'Agriculture 11% du budget national. Ce sont des décisions courageuses que nous avons prises, mais pour répondre à un besoin, répondre aux besoins
de l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République a eu un premier mandat, il a eu un parlement de gens qui n'étaient là que pour faire du chantage, des gens qui n'ont jamais cru au président en majorité, qui sont venus pour le besoin de la cause. Nous, étant convaincus, nous sommes de cette union sacrée et nous accompagnons le président, nous accompagnons sa vision. Honorable, est-ce que à ce jour l'union sacrée répond justement à la vision du chef de l'État qui a créé cette union sacrée après le désaccord entre le FCCCH? Est-ce qu'aujourd'hui cette famille que vous êtes de l'union sacrée répond effectivement à la vision du chef de l'État qui est l'initiateur de votre famille politique? Écoutez, dans une famille, le père, la haute autorité politique, c'est le président de la République. C'est lui le père, c'est lui qui montre la voie. Il nous a montré la voie, on a suivi, mais tout le monde n'a pas la même intelligence pour comprendre. Il y en a, ces enfants, même c'est comme des étudiants, n'est-ce pas? Il y en a qui comprennent du premier coup, il y en a qui comprennent du deuxième coup, et il y en a qui doivent être accusés parfois chez le président, en tant que père, qui doit comprendre qu'ici il y a un problème. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le présidium? De cette famille, ben, nous n'étions pas d'accord avec ce qui se passait. Moi, je suis l'initiateur de la pétition contre l'honorable Mbosso, que j'aime beaucoup, qui était président du bureau d'âge. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des candidatures qui ont été injustement, n'est-ce pas, écartées. Et je suis de la plateforme AAAP. Nous sommes la troisième force politique de ces pays. Nous avions 44 députés hier. Aujourd'hui, ou disons avant-hier, hier, avec les élections de Yakoma, le procès qui s'est ajouté, nous serons à 45. Donc nous sommes une forme qui devrait s'affirmer et qui devrait nécessairement être au bureau. Mais vous avez compris qu'à l'époque, c'était un partage amical et même familial de poste. Et ça, au sein d'une famille, il faut qu'on se le dise. Et vous avez suivi, on a vu papa, le président de la République, haute autorité politique, il a corrigé. Il a donné à AAP le poste de questeur adjointe. Donc, nous disons merci papa, parce que ce sont de droits. Maintenant, il y a eu des problèmes. Quand on se rend compte, par exemple, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, nous, en tant que parlementaires, que devrions-nous faire? Nous ne sommes pas là parce que le président de la République ne sera pas, n'est-ce pas, au niveau du ministère de l'Industrie, au ministère de l'Économie, au ministère, je ne sais pas moi, de l'Agriculture, pour faire de l'agriculture, au développement rural. Non. Et nous, en tant que représentants du peuple, nous devons dire au président, oui, voilà, les 145 territoires, c'est un programme ambitieux qui s'est bien réalisé, mais il y a des failles que nous devons corriger. On a vu le vice-premier ministre, on les lui a fait savoir, il a été, n'est-ce pas, reçu à l'Assemblée pour une question orale avec débat. Et là, je le dis parce que j'ai l'impression que les membres du gouvernement, parfois, vont vilipender inutilement les députés. Et parfois même, au sein de l'opinion publique, les gens pensent que les députés, quand ils appellent un ministre, c'est pour les bouffer. Non. La Constitution, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale mettent à notre disposition des mécanismes qui nous permettent de collaborer avec le gouvernement. Cette fois-là, en tant que dans le cadre de nos exercices de contrôle. Parce qu'il ne faut pas oublier les députés et représentants de la nation, comme le président de la République, les députés et législateurs, et enfin les députés et contrôleurs de l'action politique, n'est-ce pas, du gouvernement et aussi de mandataires actifs, n'est-ce pas, services publics de l'État, établissements publics et entreprises publiques. À ce titre, il y a ce qu'on appelle des moyens d'information. Quand on appelle pour une question orale, on veut être informé. Et ça, c'est légitime. Quand on appelle, on écrit une question écrite qui est adressée à un ministre, à un DG, c'est pour qu'il vienne informer la représentation nationale. Quand nous faisons une interpellation, alors là où une commission d'enquête, là nous sommes dans le contrôle. C'est repris dans la Constitution, c'est prévu dans le règlement intérieur qui a valeur de l'organique et qui a été entériné par la Cour constitutionnelle. Et les gens ne comprennent pas que toutes les questions n'aboutissent pas nécessairement à des motions. Mais puisqu'on doit ouvrir l'œil, quand on n'est pas satisfait,
C'est en ce moment-là que les choses se passent. Mais on a l'impression que l'on veut que l'Assemblée nationale, comme c'est l'union sacrée, que nous soyons cette caisse de résonance qui devrait tout accepter. Non. Nous sommes décidés à accompagner le président de la République. Et accompagner le président de la République signifie aussi veiller sur l'action du gouvernement qu'il a mise en place et qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Et le président l'a compris. C'est pourquoi vous avez vu qu'il a élargi le présidium de l'Union sacrée à qui? Aux responsables des regroupements et partis politiques qui ont qui? Des députés nationaux. Monsieur Alfred Dibandi, vous êtes élu, vous l'avez dit, de la province du Sud-Ubangi, dans la circonscription de Libenge. Voilà. Le président a initié depuis sa réélection comme ça une série d'itinérance ou encore une itinérance, une mission d'itinérance, où il va lui-même personnellement faire l'état de lieu de ce qui est les différents projets qui sont mis en place, notamment le PDS 145 territoires. Vous l'avez évoqué, ce programme donne ou encore offre certaines failles. Dans votre province, précisément au sein de votre circonscription, en tant qu'élu du peuple, quelles sont ces failles que vous pouvez comme ça mettre à la disposition du gouvernement ou encore du chef de l'État? Comme ça, on saura comment élaborer le programme ou encore spécifier le programme au sein de votre circonscription. Oui, voilà, je comprends la question, mais il faudrait un petit correctif. Allez-y. Parce que c'est justement ça le problème. Les ministres étaient à l'Assemblée, je les lui ai fait savoir, puisque en réalité, moi, je ne peux pas aller chez un ministre. Et d'ailleurs, je ne vais presque pas chez les ministres. Au moins qu'un ministre m'appelle amicalement, puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont au gouvernement, ou des aînés. Parce qu'en soi, on a des moyens de correspondre. N'est-ce pas? Ils sont venus à l'Assemblée. Les VPM étaient là. Je les lui ai fait savoir. J'ai posé des questions. Et il m'a apporté certaines réponses. Et il a aussi fait certaines promesses. Et il a promis de corriger. Et de ces faits-là, j'étais satisfait. Le VPM du plan? Le VPM du plan, n'est-ce pas, M. Guillen Dembo. Pour ce qui est de ma circonscription, c'est vrai que Libenge est l'une des circonscriptions qui ont vraiment bénéficié de ce programme-là. Mais seulement, là où il était prévu de construire des 6 classes, 6 salles de classe, ils ont construit 3. Là où il était prévu de construire, n'est-ce pas, il y a certains centres de santé qui ont été construits chez Otu, un seul, à Maouya. Et j'ai fait savoir au VPM qu'il ne peut pas prétendre maîtriser les territoires mieux que les élus territoriaux. Moi, je suis élu du village, c'est là où je bats campagne, je connais les difficultés et je salue justement les efforts du président. Et moi, j'ai bénéficié aussi de ces programmes-là parce que non seulement j'ai veillé à sa bonne exécution, mais j'ai même utilisé certains ingénieurs du PD 145 pour me permettre de construire l'ISTEM de Libenge que je construis sur fonds propres. Parce qu'ils étudiaient, je veux dire, dans des salles paroissiales au niveau de la cité. Et ce n'était pas normal pour moi. Donc j'ai permis, et ce n'est pas ma propriété, c'est une propriété communautaire, mais qui m'ont aidé, c'est aussi les ingénieurs du PDL 145. Donc vous comprenez qu'avec tout ça, ils ont dit que c'était 100%, j'ai dit non, parce que le centre de santé qu'il y a chez moi n'ont bénéficié d'aucun intrant. Et ça, quand j'ai approché la CFF, ils m'ont fait savoir que non, partout il y a des centres de santé, ils n'ont encore rien fait. J'ai dit alors là, il ne faut pas tromper sur le chiffre. Il ne faut pas dire que 100% d'exécution pendant que vous n'aviez même pas encore trouvé des lits. Au niveau de l'administration du territoire, ils ont construit un bâtiment qui était presque sans équipement. Et encore en tant qu'élu, je devrais acheter des équipements pour le bureau de 145 territoires, les joyaux que le président de la République a doté à mon territoire. Donc, vous voyez que c'est incroyable. Et ces élus que nous sommes, on va encore acheter du courant pour permettre aux gens de suivre parfois nos interventions à la télé. Donc vous voyez que nous sortons parfois même, nous supplombons les cadres constitutionnels là, qui souffrent d'une rectitude pour devenir ces acteurs sociaux, pour bénéficier justement de la confiance de cette population. Le président l'a compris, je crois que c'est ce qu'il nous a dit aussi. Cette population, Guillaume Zomba, cette population que vous représentez est tellement sceptique quant à la révision ou encore à la réforme constitutionnelle. Vous êtes arrivé chez moi. Je parle de celle à qui nous avons tendu le micro, je ne parle pas de celle de Libenge. C'est à Kinshasa. Non.
mais notamment dans d'autres territoires, eux, ils se disent Quel sceptiques parce territoire? qu'ils se disent honorables élus, ils se disent que voilà, le problème n'est pas la Constitution, le problème serait l'homme politique congolais. Qu'est-ce que vous leur répondez car vous êtes un homme politique congolais? Écoutez, vous devez comprendre une chose, et que cette législature, et le président l'a si bien compris, c'est la législature de la transition politique de notre pays. C'est une législature qui vraiment nous place, je veux dire, dans l'interstice du passé et du futur. Parce qu'en 2025, pour moi, je pense que cette année, nous devons déjà réfléchir sur l'agenda d'une génération. Il y a des gens qui étaient hier, qui ne seront pas demain. Et ce ne serait pas de notre faute en tant que jeunes, parce que ce n'est pas un péché d'être jeune. Il y en a des plus jeunes qui sont passés, qui avaient des aînés comme Nzondomio à l'époque, qui aujourd'hui sont nos vieux, nos parents, nos grands frères. Et donc demain, ce sera nous. Et ça, l'ambition n'est pas un crime. Maintenant, parler de la population sceptique, moi aussi je suis sceptique à cette affirmation. Pourquoi? Parce que le besoin social de base, ça c'est vrai. Et c'est très important. Et le président l'a dit. Il n'est pas sorti de ces cadres-là. N'oubliez pas que le premier engagement du président de la République devant la nation au moment où il a renouvelé son serment, ce n'était pas la sécurité à l'Est, même si ça reste la première de priorité pour le président de la République, et on voit comment il déploie des énergies utiles jusqu'au péril de sa santé et de sa vie. C'était d'abord, n'est-ce pas, l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais. Et je crois que ça a été une duplication au programme du gouvernement que nous avons reçu et qui a, n'est-ce pas, été amélioré au niveau de l'Assemblée nationale et bénéficié d'une motion d'approbation pour, n'est-ce pas, investir le gouvernement. Le premier programme du gouvernement, c'est justement l'amélioration de conditions de vie et du pouvoir d'achat. Et cette amélioration passe par quoi? Ça ne passe pas par une baguette magique. Le président n'a pas de baguette magique. Le président met en place le gouvernement. Un gouvernement qui a des hommes intègres. Et le gouvernement, il faut que chaque membre du gouvernement comprenne que je dois choisir des collaborateurs qui me permettent de faire avancer l'État. Il faut que j'ai une administration capable de penser stratégiquement à la République. Et cette pensée stratégique, c'est ce que nous voulons. Et comment on pense stratégiquement à la République? On ne la pense pas en disant qu'on va finir la guerre en achetant des armes. Non, on va la penser aussi par la diplomatie, en se trouvant des alliés forts et, n'est-ce pas, en réfléchissant comment est-ce qu'on peut chercher un soubresaut patriotique qui pourrait permettre à aboutir à quelque chose. On parle du pouvoir d'achat, si vous permettez. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? Moi, j'étais en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est un pays qui, je crois, en termes de superficie, c'est la moitié de la RDC. Et quand vous regardez l'occupation territoriale de l'Égypte, qui est essentiellement désertique, c'est quoi? C'est 5% de la population du territoire qui est occupé. Donc, mais ces pays-là, c'est un pays africain, c'est la première puissance militaire. Ces pays-là n'importent presque rien. Et ils vous produisent des meilleurs engrais qu'on ne retrouve nulle part en Afrique. Mais ils ont un problème d'eau. S'ils avaient considéré le désert comme une malédiction, l'Égypte ne se serait jamais développée. Si nous considérons aujourd'hui la pluie, comme je vois ici à Kinshasa, comme une malédiction, on ne réfléchira jamais comment trouver des mécanismes pour considérer que l'eau est une ressource naturelle. Parce qu'en Égypte, il n'est plus que 5 fois par an. Donc vous comprenez que nous avons l'obligation de penser l'État. Et l'État doit être pensé. Et comment est-ce que nous finissons, n'est-ce pas, l'insécurité alimentaire qui est aujourd'hui grandissante, mais c'est justement en créant des agropoles, et le président l'a dit, en mettant en place un cadastre agricole, parce qu'il faut une revanche du sol sur le sous-sol. Mais comment on les pense? Ce n'est pas en faisant ce qui se faisait avant, parce que les gens de l'administration de l'agriculture, c'était des individus qui se mettent ensemble, ils demandent au ministre de signer des interventions économiques en faveur des ONG qui ne sont établies que dans leur propre maison. Pendant qu'il y a des gens qui nourrissent. Moi, je suis infirmier. Et je peux vous promettre
qu'un jour je vous emmènerai à Libenge, vous verrez ce que je fais là-bas. C'est des miracles. Parce que je peux, moi, nourrir une partie de Bangui. Donc, et ça, ce n'est pas une aventure. Ce sont des expériences que nous vivons et que nous essayons d'accompagner, n'est-ce pas, au niveau de la population. On doit penser les routes de dessert agricoles. Et on doit penser comment on peut faire un dragage de nos eaux. Parce que l'eau est une ressource importante. Et parce que quand on drague l'eau, c'est la pêche. Comment on fait? On doit créer, n'est-ce pas, au niveau, aujourd'hui je vois, il y a Air Congo qui arrive, dites-vous que ça va produire de fruits. Si réellement les gens prennent au sérieux cet investissement d'État et que demain, nous arrivons à améliorer nos aéroports, si dans chaque territoire, il doit y avoir un aéroport et qu'on doit avoir un ciblage, une cartographie de nos productions animalières et végétales, et qu'avec cette cartographie, on peut déjà réfléchir que qu'est-ce qu'on peut trouver, le fromage qu'on trouve au Kivu, on le trouve, comment ça peut arriver à Kinshasa, en Bandaka, à Libenge. Comment faire pour que l'huile de palme qui est produite en quantité industrielle à Libenge, comment ça peut atteindre, n'est-ce pas, Bondo, comment ça peut atteindre Chabunda, Mwenga et consorts, parce que là-bas, il n'y en a pas. Vous comprenez? On est l'État, on a tout ici. Comment les vaches... Merci honorable. Et tout ça, c'est très important. Très bien, ça va très bien. nécessiter une conférence. On sent un élu investi pour sa communauté, en tout cas. Bon, après, il faut choisir des bons élus. Merci honorable, vous en êtes un. Alors nous allons poursuivre cette émission avec la question sécuritaire, notamment la guerre à l'Est. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Vous allez répondre aux questions de Ben Akili. Ah oui. Honorable, vous êtes, comme l'a dit le modérateur, membre de cette commission défense et sécurité. Est-ce que réellement au sein de votre commission, vous discutez de cette problématique de l'Est? D'autant plus que ça fait plusieurs années que nous recourons toujours à des méthodes archaïques et que la guerre continue toujours à défrayer la chronique. Ok. N'oubliez pas que... Peut-être pour compléter, nous avons assisté dernièrement à une tripartite ratée entre la République démocratique du Congo, l'Angola et le Rwanda, qui est même pays agresseur de la République démocratique du Congo. Le Rwanda exige une négociation directe avec le M23. Votre avis? Écoutez, je crois que c'est par ça que le président a commencé lorsqu'il nous a reçus dernièrement. Ce n'est pas une tripartite ratée. Malheureusement, vous savez, quand vous êtes pris en étau, la seule manière de faire croire à l'opinion que vous avez raison, c'est d'accuser l'autre. Et c'est normal. Ce n'est pas une tripartite ratée, c'est une faiblesse stratégique. Je vais dire aussi... pour le Rwanda, c'était une preuve éloquente de son soutien au mouvement terroriste et aux criminels de M23. Au niveau, pour en venir à mon travail, en tant que parlementaire, membre de la commission de défense et sécurité, puisque au-delà d'être rapporteur au comité des sages, je suis membre de la commission défense et sécurité, où j'occupe effectivement la fonction de vice-président dans la sous-commission de réforme. Nous avons reçu le ministre d'État à la justice, nous avons reçu les VPM à la défense et ainsi que le VPM au niveau de la sécurité, intérieure et sécurité, décentralisation et autres, Jacquemin. Nous avons aussi reçu la ministre d'État Acacia, qui s'occupe des affaires foncières. Parce qu'il faut dire que il y a des questions assez importantes sur la gestion des terres, parce que la guerre, c'est fondamentalement une guerre des terres. Parce que cette agression devrait consister à quoi? C'est une agression d'occupation pour aboutir à quoi? À la balkanisation, c'est-à-dire nous ravir nos terres. Donc il faudrait à la base Les annexer au Rwanda. N'est-ce pas? C'est connu, c'est un agenda occidental. Et le président a compris, et nous allons l'accompagner jusqu'au péril de nos vies. Mais ce qui est le plus important ici, c'est de dire que
nous faisons notre travail. Il était important avant tout de commencer d'abord avec cette prise de contact, savoir qui fait quoi, comment l'appareil judiciaire devrait fonctionner et quelle est la politique du gouvernement. Pendant cet état de guerre, d'agression, de guerre entre guillemets, parce que nous subissons une guerre asymétrique, mais il faut aussi une stratégie judiciaire adaptée. Au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui est fait et quel est l'état des lieux de la situation sécuritaire au niveau de notre territoire? Pendant que les années passent, hein, parce que c'est déjà 6 ans. Les années passent, mais nous travaillons. Par exemple, chez moi, à Libengé, j'ai alerté, et ça je l'ai fait remarquer au ministre de l'Intérieur. J'ai dit qu'il faudrait, et nous allons travailler en tant qu'autorité budgétaire pour voir comment accompagner le ministère de l'Intérieur de disposer, n'est-ce pas, de moyens pour l'acquisition des appareils satellitaires. Ça, pour moi, c'est très important. Parce que dans nos territoires, il n'y a presque pas de réseau. Les réseaux est une exception. Et comment vivre dans ces états pareils avec la porosité des frontières dans certains coins, sachant par exemple que Libengé est frontalier à 2 États, la Centrafrique et le Congo-Brazza. Comment gérer? Parce que l'île de Wakenze, qui se trouve à la frontière entre Libengé, donc Congo-RDC et Congo-Brazzaville, pour la 2e fois, les gens d'en face sont venus poser leur drapeau là-bas. Et qui a alerté? C'est l'élu que je suis. Donc, en tant qu'élu, je suis d'abord le premier enseignant. Mais puisqu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, qui a encore donné de moyens pour que les gens aillent constater? Et prochainement, j'irai moi-même, j'irai enlever ces drapeaux-là, comme on a su le faire par le passé. Soyons réalistes. Est-ce qu'au stade actuel, devons-nous continuer à dénoncer et à nous plaindre? Pour vous dire qu'on ne se plaint pas. C'était la 2e fois. La première fois, comment on a enlevé ça? C'était des actes héroïques. Non, et ça ne nous fait pas. Mais au niveau, mais ça, justement, parce que la sécurité, c'est tout ça. N'est-ce pas? C'est aussi la situation de Congolais qui pêchent, n'est-ce pas, dans le eaux du lac Albert. C'est aussi ça. La sécurité, c'est aussi savoir comment est-ce qu'on peut quadriller au niveau de la territoriale, comment on gère la contrebande avec nos minéraux qui passent par Sakania et qui vont en Zambie dans l'impunité, et puisque l'autorité de l'État parfois pêche. Comment on fait pour compenser ça? Il faut qu'on se dise la vérité. Quand on est de l'opposition, il ne faudrait pas que tout ce qui est blanc soit noir et tout ce qui est noir soit blanc. Non. Il faut faire d'abord, nous en tant que membres de la majorité, nous devons connaître la vérité. Et nous devons dire la vérité à notre peuple. Parce que l'amour, c'est la base. Si on aime le peuple, on doit lui dire la vérité. Et dire cette vérité, on doit le dire auprès de nos interlocuteurs, qui sont les membres du gouvernement. Parce que les auditions en commission sont aussi des moyens d'information. Donc ils étaient invités, ils ont parlé. Comment est-ce qu'on gère la situation au niveau de la frontière avec, par exemple, le Sud-Soudan, avec les Mboro? Ça aussi, c'est une guerre asymétrique. Donc l'État congolais, c'est un pays continent et il nous faut donc de moyens importants. Et ces moyens importants, comment on le compense? Hier, dans le cadre de mon caucus, nous étions avec le ministre de Pétentique, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a essayé d'échanger. On lui a dit que c'est important que l'État congolais, et lui a compris ça, je crois qu'il est dans cette démarche-là, il doit acquérir, comment on dit, un appareil satellitaire. Comment dans un pays pareil, on n'a pas de satellite? Un pays aussi grand que le Congo, n'est-ce pas? Où la communication, ça a été prouvé. Nous sommes en pleine guerre, mais ça a été prouvé qu'avec M-Pesa, Orange Money, les gens peuvent faire des transferts jusqu'à 100 000 $. Ça, on ne le sait pas, le Congolais lambda ne le sait pas, mais vous comprendrez que ce sont des questions assez importantes et que ça peut même servir des efforts de guerre, parce que quand ça se passe là,
la CNRF parfois ne sait même pas vérifier le flux financier qui peut passer d'un compte ou un autre. Donc nous sommes en train de travailler à notre niveau pour essayer de répondre aux besoins de la population. Pour l'agression rwandaise, nous avons travaillé, nous avons commencé par accompagner le président de la République par rapport à l'état des sièges. Nous avons fait remarquer au gouvernement et fait appel au président de la République pour qu'une évaluation sérieuse soit faite de cet état des sièges au niveau du Nord Kivu, au niveau de l'Ituri. Certains membres de ma commission, y compris le président de la commission qui est du Nord Kivu, ont accompagné la première ministre, sa délégation. Ils ont eu des réunions. Ils étaient à Bunia, à Goma. Et nous, en tant qu'élus du peuple, pour participer à l'effort de guerre, puisqu'il y a des frères déplacés, ça peut-être les Congolais ne savent pas, tout député a accepté qu'on enlève dans ces émoluments $500 pour que nous puissions, n'est-ce pas, aider nos frères déplacés. $500 sur ce que vous recevez, deux dans l'océan quand même. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. On ne peut pas dire que c'est insignifiant. Parce que je vous dis que moi, Oui. $500 chez moi, ça me permet de réhabiliter une école. Parce que les écoles, toutes les écoles sont en chôme. Donc, parfois, c'est les Quinois, excusez-moi, et certains élus des villes qui croient que, en tout cas sans acrimonie, que l'argent, parfois, ça ne sert à rien. Évidemment, c'est pourquoi on se bat pour le pouvoir d'achat. Mais je vous dis que dans nos territoires, nous souffrons, notre population souffre. Il y a des gens qui n'ont jamais vu 1000 francs congolais. Et quand il lui donne, pour lui, il peut vivre avec pendant un mois. N'est-ce pas? 1000 francs congolais. Ah bon? N'est-ce pas? Donc il y a des réalités que nous connaissons de notre pays, que parfois, et ces gens-là, ils ont tout derrière la maison parce qu'ils n'ont seulement pas de sel. N'est-ce pas? Et pourtant, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et pourtant, il y a l'eau à côté, mais le bateau ne savent pas arriver du côté congolais. Tous les bateaux et les hommes d'affaires vont du côté de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville parce que là-bas, c'est dragué. Chez nous, non. Honorable, nous allons parler aussi de vos activités parlementaires et également de votre contact avec votre base, le Libenge, et ça sera avec Naomi Lungila. Je crois qu'avant qu'on entame d'abord cette question des vacances parlementaires, nous allons parler de cette question également qui dérange non seulement la population quinoise, mais toute la population congolaise. Vous êtes élu des Libenge, mais vous êtes député national. Le banditisme urbain, c'est aussi ces soucis de la population congolaise. Et le gouvernement a lancé tantôt l'opération Ndobo, qui va emmener les condamnés à mort. En tant qu'avocat, en tant qu'élu national, qu'en dites-vous? Bon, écoutez, vous savez, la fois dernière, lors de ma première prise de parole à l'Assemblée, j'ai évoqué une phrase qui certainement restera gravée dans les annales de l'histoire de l'Assemblée nationale. J'ai rappelé que devant le tribunal de l'histoire, il n'y a pas d'immunité. Et s'il n'y a pas d'immunité devant le tribunal de l'histoire, ce n'est pas que pour les politiques. C'est pour tout homme sur terre. Tout ce que nous faisons nous rattrape. Ça, c'est d'abord une évidence. Mais nous ne sommes pas dans une jungle. N'est-ce pas? Et je crois que vous avez peut-être fait une confusion. Ndobo, c'est l'intérieur. Et il y a Zéro Kuluna qui amène à des condamnations de mort. Ça, c'est le ministre d'État à la justice. Bon. Comme il y a... L'autorité de l'État s'affirme par le ministère de l'Intérieur qui doit attraire devant un appareil judiciaire qui est en pleine réforme, il faut le dire. Et d'ailleurs, à ce sujet, le ministre a voulu. Et parce que ça, c'est aussi, on a fait remarquer au gouvernement que le gouvernement ne peut pas s'ériger en législateur. Et nous ne sommes pas une caisse de résonance où on a passé toute la législature, disons la session parlementaire, on a reçu aucun projet de loi. Mais tout arrive à la fin pour que nous puissions faire une loi d'habilitation et leur permettre d'entériner ça en ordonnance loi. Et ça, ils ont même fait des histoires, et ça particulièrement dans le secteur de l'électricité, où moi j'ai adressé même une question à monsieur le ministre, une question écrite, qui crée de la zizanie. Mais nous sommes informés.
Mais pour répondre à votre question, je crois que la Constitution consacre d'abord la sacralité de la vie. Et tous les instruments juridiques internationaux les consacrent. Et de ce point de vue, et là, je crois que c'est important, parce qu'on ne doit pas induire le président en erreur. Le droit à la présomption d'innocence, je crois que c'est une disposition qui ne sera pas révisée ou refondue dans notre Constitution. Ça existe et ça existera toujours dans un état de droit. Le président de la République, lors de son premier mandat, il s'est battu pour la consolidation de l'état de droit. Et c'est ce projet qu'il a porté à la magistrature suprême. Et les jugements expéditifs ne peuvent pas avoir lieu. Parce que quand est-ce que la présomption d'innocence nous quitte? C'est lorsque nous vidons toutes les voies de recours. Et le droit à l'appel, c'est un droit fondamental aussi, prévu par la Constitution. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il faudrait qu'on évite des agitations au sein du gouvernement. Éviter des agitations signifie aussi, écoutez, moi, si on doit... Parce que si on doit condamner des gens, et s'ils doivent même subir de peine des travaux forcés, je suis d'accord. Ôter la vie, ça dépend. Mais acceptons d'abord de modifier notre code pénal. Lèvons le moratoire au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un moratoire qui existe du temps du président de l'Assemblée, mon oncle, celui qui a l'opposition, comment il s'appelle, José Makila. Et c'est encore en vigueur. Donc, il y a une procédure à observer quand même. Nous allons accompagner après des études minutieuses. Moi, je n'aime pas réfléchir ou répondre de façon épidémique. Je pense que, puisqu'il faut penser l'État, nous devons avoir une pensée stratégique sur la gouvernance publique pour permettre au président de la République d'évoluer et de faire avancer, de mieux implémenter sa vision de l'union sacrée et de la bonne gouvernance, surtout pour ce qui touche, n'est-ce pas, aux questions de la justice et de l'état de droit. Vous allez déjà en vacances parlementaires, mais vous revenez là d'une session budgétaire et vous avez voté la loi des finances exercice 2025. Quel est le profit pour la population congolaise dans ces plans? Comment les choses sont réparties? Écoutez, nous avons joué notre partition. Nous sommes législateurs. Il y a un exécutif. À notre niveau, nous avons dans un premier temps, c'était des souhaits, mais on les a entérinés. Nous avons découragé des investissements contre-productifs. Qu'est-ce que j'appelle investissement contre-productif? Vous observerez que dans tout ce qui nous arrive, c'est comme si c'est des copier-coller des années antérieures, dans tous les services, tous les ministères, qu'on nous renvoie. Donc du coup, et qu'est-ce qu'il y a comme budget d'investissement? Il n'y a que acquisition de matériel de bureau, matériel informatique, acquisition de véhicules. Dans un état où on a encore des problèmes d'infrastructure, on va acheter des véhicules pour toutes les administrations publiques. Pour rouler sur quelle voie? Vous avez vous-même posé la bonne question. Donc, nous nous sommes posé cette question et on a estimé que ce sont des choses à décourager. On a essayé de faire une ventilation de tout le budget d'investissement qu'on avait eu à récolter. Et de cette ventilation, nous avons affecté dans des secteurs prioritaires. Et quels sont ces secteurs prioritaires? C'est la santé, c'est l'agriculture, c'est l'énergie, c'est la pêche et l'élevage. Donc, ce sont ces genres de secteurs que nous avons effectivement, c'est le développement rural où on a affecté certains fonds. Ce sont les infrastructures pour permettre, n'est-ce pas, qu'il y ait des investissements utiles, n'est-ce pas? Et la responsabilité, là nous sommes par exemple en vacances parlementaires, la responsabilité de la dénonciation
je veux dire, d'un usage inutile des fonds publics, devrait d'abord être une responsabilité du peuple congolais. Et le président l'a rappelé, et il ne cesse de le rappeler chaque fois. Je vous donne un exemple. Comment ça se fait qu'à Cabine, on a des problèmes d'infrastructure, mais que l'IGF, le ministre de Finances, le ministre de l'aménagement du territoire, ministre d'État, puissent se déplacer pour dire que Arena va se poursuivre. Je ne suis pas contre Arena. Mais à 1 km d'Arena, Cabine, il n'y a plus de route. Et je crois que ça ne fera pas 10 km. La route Cabinda où il y a des problèmes. Donc vous comprenez qu'il y a un problème au niveau de la gestion de priorité. Et ça, je le dis en tant que Congolais. Et tous, on a le droit de le dire. En commençant par les journalistes, vous êtes le 5e pouvoir. Du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, vous êtes les mêmes pouvoirs, c'est vous qui faites avancer les choses au niveau de la gestion de la République. Qu'est-ce que vous pourrez, vous, en tant que parlementaire, dire ou prodiguer, je le dirais comme ça, comme conseil à ceux qui gèrent les membres du gouvernement? Parce que là, vous êtes très clairement en train de les titiller depuis le début de cette phase. Non, je ne titille personne. Je ne titille personne et c'est sans acrimonie, je le dis. Seulement, je trouve superfétatoire d'entreprendre certaines choses qui ne répondent pas aux priorités que le président de la République, qui est chef de ma famille politique, a donné comme indication. Et quand je le trouve, moi, en tant que fils du père, je dois le dire. Pour que les gens comprennent que papa, l'autre fils agit mal. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, mais c'est parce qu'on veut que les fils reviennent à la droite ligne. Et ça, ce n'est pas faire de l'opposition. Et si on pose demain une question écrite par rapport à telle ou telle autre question, ils iront dire au père, non, voilà, ils posent des questions parce qu'ils ont besoin d'argent. Les députés qui se font faire élire légitimement ne connaissaient jamais les secrets du gouvernement. Il n'y a que le président qui le sait. Il n'y a que le président qui sait que ça choisirait tel. Il est notre Dieu ici au Congo, et surtout quand il doit signer des ordonnances. Et de ce point de vue, quand les gens se sont engagés pour les élections, ils ont peut-être, certains ont vendu leur maison, d'autres ont pris des crédits, parce que les élections coûtent cher. Et si ça coûte cher, aujourd'hui, élu, ce n'est pas pour qu'après, qu'on fasse des chantages à telle ou telle autre personne parce qu'il est au gouvernement pas. En tout cas, s'il y a des gens qui le font, il n'y a pas de problème. Ça, il faut le dénoncer et citer leur nom. Mais moi, Alfred, je ne vais pas au bureau de ministre. Je n'en ai pas besoin. Quand je les appelle, c'est pour leur parler de besoins de ma population. Et pour ce faire, je veux que le président de la République soit représenté et que le Grand Équateur, qui est la deuxième région qu'il a le mieux élu, puisse bénéficier aussi de projets d'envergure de ces gouvernements et que l'Ibengue, qui dans ces Grands Équateurs est l'entité qu'il a le mieux élu en termes de pourcentage, puisse aussi être bénéficiaire des actions de ces gouvernements, qui est le gouvernement du président de la République, qui a été élu par tous les Congolais, y compris les grands Équatoriens, les sud-oubanguistes, les Libengois. On sent que vous êtes très attaché à votre territoire, comme ça, n'est-ce pas, merveille? C'est un enfant du terroir. Alors, ce sont les vacances parlementaires. Qu'est-ce que cette population peut s'attendre lorsque vous y arriverez? En lingala, s'il vous plaît, moi Namboka. Lingala, iso na bina lubangwa boko kate. To mekola kasi. Mais nakobate ba na libenge na sola ki na bango na nzela ya ba radio communautaire na biso et na kopesa bango sur lelo mbela o etali mosalo to kosala pona mboka o batindaki biso lokola ntoma ekolo to kosala ngo pe to toujours sima mokomi ya mboka yende aza motomolo yende akokumba biso pe esika akokumba biso to kotala nyonso te bato pe ya tie kati ya gouvernement ni baoyo baza ba DG o nyonso aponi basala mosala mpona mabenga na bango te mabota na bango te mosala bakosala eza no mosala mboka. Donc kolandisama nango biso tosalaki baintervention oyo esalamaki nosivo ya bacommission tosala misala masengelaki au sein na cadre ya bacontrôle mpona baoyo tomonaki te babungisamaki mwa moke totunaki mpe mwa mituna eza oyo ya maloba to pe ya makomi
tokoza ya mokolo to ya président de l'Assemblée nationale ati apote ba répondre biso ndenge masengeli. Donc mosala ezali kosalema tokomona kala mingi te okati ya mboka ba projet to bandaki tokosilisa pe misala misusu tolakaki tokosala ngo tokomonana pe na banza te kala mingi te. Entre temps, bonne année, joyeux Noël, na bana libengi. Merci honorable Tibandi Nzondomio. Tobandi ete bana libengi bayoki. Mbela na yo message de Tindel Bango. Voilà qui met un terme à cette émission et merci d'avoir répondu à l'invitation de Univers Télévision d'en face à la rédaction. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Univers Télévision.